Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Émilien Potier, qui est militaire du 27e bataillon de chasseurs alpins et blessé de guerre, gravement touché lors d'une mission au Mali. Après une reconstruction aussi physique que mentale, il s'est lancé dans le sport de haut niveau et a brillé aux Invictus Games 2025, où il a décroché plusieurs podiums. Aujourd'hui, il poursuit un rêve immense, intégrer le circuit mondial de handisport et viser les Jeux paralympiques 2030. Soutenu par plusieurs associations militaires, il construit une trajectoire où dépassement, résilience et ambition ne font qu'un. Son histoire, c'est celle d'un homme qui transforme l'irréparable en moteur et la blessure en horizon. Merci beaucoup, Émilien, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, oui, c'est un plaisir d'être là et puis merci à toi de m'avoir sollicité. Alors, pour démarrer, comme à chaque fois, je t'ai demandé d'apporter un objet symbolique à travers lequel tu dois te présenter. Donc, c'est à ton tour. Tu m'as déjà présenté globalement, si je devais me présenter à travers un objet, pour moi c'est logique, mais c'est une prothèse en fait. Ça, c'est une prothèse que j'ai pour le sport, donc celle-là, c'est une nouvelle que j'ai eue il y a pas longtemps, qui est incroyable. Et en gros, voilà, pourquoi cet objet? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me caractérise un peu, c'est mon handicap forcément et quand on veut faire des choses ou qu'on veut se fixer le moins de limites possible, il faut avoir ce genre d'aide technique. Moi, j'utilise beaucoup mes prothèses pour le sport, pour mes entraînements, pour le loisir. Dans la vie quotidienne, à la maison, pas forcément, un petit peu, mais c'est plus des aides techniques. Par exemple, j'ai des couverts pour manger, ce genre de choses. Mais sinon, voilà, moi je suis comme ça et tout le temps, je suis tout le temps comme ça, sauf, voilà, quand je fais du sport ou à la maison. Donc ouais, la prothèse, ça me correspond bien parce que dans la vie de tous les jours, j'en ai pas besoin, mais quand je veux être en mon moi d'avant, il faut que j'utilise mes prothèses et ça me permet de retrouver, ce que j'ai perdu, en fait. Et bien d'ailleurs, ton mois d'avant, si tu pouvais nous en parler, qu'est-ce que tu faisais? Et puis, nous raconter aussi le jour où finalement tout a basculé, au Mali. J'ai toujours fait, beaucoup de sport, en fait. J'ai toujours été sportif depuis tout petit, hein. J'ai toujours fait du vélo, enfin plein de sports différents. Ensuite, moi je suis rentré à l'armée en 2017, en septembre 2017 et pour moi, voilà, l'armée, c'était vraiment, un moyen pour moi déjà de servir mon pays parce que je suis un patriote et que j'aime la France. Mais, aussi c'était, un travail dans lequel, je sais qu'il y a un effort physique, qu'on fait du sport. Il y a aussi cette dimension où, on n'a pas vraiment de routine, on bouge souvent. On voyage à l'étranger pour les missions, en France, pour les entraînements. On peut même aller à l'étranger pour s'entraîner aussi. Ouais, et c'est pas le travail de monsieur tout le monde. D'ailleurs, pour moi, c'est pas un travail, c'est, un mode de vie, un style de vie. Mmh. Donc, voilà, ça m'a toujours, attiré. Donc voilà, je me suis engagé en 2017. Moi, j'ai intégré, l'école militaire de haute montagne, donc à Chamonix. J'ai fait mes classes, pendant 1 an. C'est une école à laquelle, on part, on sort sous-officier de notre école, donc après garder sergent. Ensuite, j'ai intégré, le 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy, donc en 2018 et de là, j'ai commencé à faire, mes premières missions. Donc je suis parti, une première fois en Côte d'Ivoire, en 2019. Pendant cette mission, j'ai eu la chance de faire, une escorte de convoi. Donc là, on a traversé la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger pour aller jusqu'au Mali. C'était vraiment chouette, belle mission. Et ensuite, je suis parti, au Mali en 2021. On est parti au mois de juin 2021. On devait rentrer en octobre, je crois. Moi, c'est là-bas où j'ai été blessé. J'ai été blessé en septembre, 2021, le 25 septembre 2021. Donc Voilà. un mois avant ton retour, potentiel. Ouais, même pas, hein, je pense que 15 jours après, je crois qu'on rentrait à la maison, hein. Pour OK. après, c'est c'est comme ça, c'est les risques, hein. Ça peut arriver le premier jour, le dernier jour, ça peut jamais arriver,
c'est comme ça, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu très spécifique, globalement, ça demande quoi à un chasseur alpin, dans ses missions? C'est quoi un peu son quotidien? Parce que tu parlais de sport, de non-routine justement, Alors, c'est un peu particulier parce que ça dépend vraiment, des années, des missions qu'il y a, des opportunités. En gros, il y a pas de routine, mais il peut y avoir des cycles quand même. C'est-à-dire que, par exemple, quand on sait qu'il y a une mission qui va tomber, on a, le cycle de préparation à la mission. On doit faire certains stages, entretenir, nos acquis, revalider, certaines choses. Donc, il y a toute cette phase, de préparation. Ensuite, il y a le départ. Au retour, forcément, il y a un moment, il y a des permissions un petit peu quand même. Et après, ça dépend parce qu'il peut y avoir d'autres missions, des missions internes, c'est-à-dire, bah, comme, sentinelle, tout ça, les protections. Ensuite, il y a toujours des camps d'entraînement parce qu'en fait, on s'entraîne quand même, tout le monde, tout le temps. Entretenir, on a pas mal de choses à maîtriser, et qu'il faut entretenir en permanence. Et ensuite aussi, il y a tout l'aspect, des formations, des stages, qu'on doit faire, que ce soit en montagne ou alors, pour progresser, au sein de l'institution. Et ensuite, il y a l'aspect aussi, de l'instruction. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'étais, en tant que sergent sous-officier, on est amené à encadrer des classes et donc, à former, les futures générations, qui ensuite intègrent, l'armée. Donc, tout ce genre de choses, en fait, c'est hyper divers, sachant que on a en plus de ça notre aspect, spécificité montagne. Donc on a les stages montagne, les entraînements en montagne, en hiver et en été. Mais en fait tout ça, voilà, fait que c'est très varié, mais en général c'est sous forme de cycle. Ça c'est pas tout le temps, pareil, mais en gros ça peut être cyclique quand même. et au Mali justement donc en septembre est arrivé le choc. Est-ce que tu veux nous en dire, un peu plus? Oui, bah, je peux en parler, rapidement. Oui, moi j'ai été blessé, par une explosion. Voilà, en fait, j'étais en train de m'équiper pour aller prendre, pour mission et en fait, bah, c'est une grenade qui était sur mes équipements qui m'a blessé, quoi. C'était quoi, enfin, quand tu repenses à ce moment, fou, bah, c'était quoi l'image ou l'émotion ou la sensation qui te revient en premier. Je dirais pas bah, la douleur forcément, mais après moi je sais que j'ai pas perdu connaissance, donc je me souviens de tout. Là, les premiers souvenirs, enfin, que j'ai, c'est déjà la violence, la violence du choc forcément et après c'est plus, des odeurs, des bruits, heu, dont je me souviens et puis après forcément la douleur, hein. Une fois que la douleur elle est là, il y a plus que ça qui compte, hein. Et à ce moment, déjà, tu te disais que, bah, voilà, ça allait être un tournant dans ta vie parce que alors, on l'a pas dit, mais à la base, tu es valide, donc tu as perdu, tes mains lors de cet accident. Il se passe quoi dans Sachant que les mains, entre guillemets, c'est la partie visible de l'iceberg parce qu'après, bah, forcément, j'ai mes organes internes qui ont été touchés, j'ai ma jambe droite qui a été lourdement touchée parce que j'ai perdu aussi un bout de ma jambe, quoi, un bout de ma cuisse. Donc, il y a tout, ouais, tout est parti un peu, en sucette. Mais alors oui, bah, forcément, moi, je n'en il y a pas eu de mystère, hein. J'ai tout de suite vu, que j'avais plus mes mains et c'est marrant parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ma moto. Mmh. Parce que je faisais beaucoup de moto et je me suis dit: «Putain, je pourrais pas rouler ma moto quand je vais rentrer, quoi». Et c'est bête, hein, c'est très, très bête, mais c'est la première chose auquel j'ai pensé. Mmh. Et après, bah, forcément, il y a pas eu de surprise, hein. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je savais que j'avais pas mes mains, donc j'étais pas forcément, pas surpris, en fait. Je le savais, quoi. Avant de comprendre un peu plus, c'était quoi, bah, l'enchaînement à l'hôpital, la rééducation? Tu parlais de moto, c'était, un de tes sports, préférés parmi tant d'autres? Ouais. Il représentait quoi ce sport? Ah, le sport, de manière générale, enfin, on le dit, hein, pour, se sentir bien dans sa tête, faut être bien dans son corps. Donc il y a cette dimension-là de forme physique. Quand on est en forme physiquement, on se sent bien de manière générale, on est vraiment bien, ça crée un cercle vertueux. Ensuite, bah, pour moi, c'était une sorte d'exutoire, heu, par exemple, qu'on soit contrarié, parfois même fatigué, sous pression ou quoi que ce soit, juste pour se faire plaisir, se vider la tête. Et la moto, c'était vraiment, le top du top. Je faisais aussi beaucoup d'autres sports et la moto particulièrement, parfois je partais de chez moi le matin, je passais la journée sur ma moto, j'étais le plus heureux du monde, quoi. Et ensuite donc, bon, bah, l'accident, hem,
je sais pas, tu es rapatrié en France directement? Ça démarre, d'abord au Non, Mali? mais Enfin, oui, alors en fait, quand il y a des blessés comme ça dépend après du degré, de la blessure, parce qu'on va gérer une partie sur place. Après, pour moi, dans mon cas, c'était quand même, très, très grave. En fait, la première prise en charge que j'ai eue, c'était par mes hommes, par mes gars, en fait, qui sont venus directement sur moi pour faire les premiers gestes, de soins et pour me «stabiliser» entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qui est, pose de garrot, pansement compressif, Quick-Lot. Enfin, Quick-Lot, c'est quelque chose qu'on met pour, stopper les hémorragies. En gros, c'est ça le 1er chose, c'est gestion de l'hémorragie. La douleur, c'est pas prioritaire. Le mmh, 1er truc, c'est les hémorragies. Voilà, mes gars, ils ont techniqué là-dessus. Ensuite, il y a les infirmiers qui sont arrivés. J'ai été transporté, donc, dans notre base, ce qu'on appelle le rôle 1. En gros, c'est le premier endroit où, entre guillemets, «on accueille», les blessés. Donc là, le but, était de me stabiliser pour qu'ensuite je puisse être transféré en hélicoptère, à Gao et ensuite à Gao, là-bas, ils ont des blocs opératoires de campagne. Donc j'ai déjà été opéré une première fois là-bas. Ils ont fait ce qu'on appelle une amputation déjà, post-traumatique ou quelque chose comme ça. Enfin, ils ont déjà amputé une première fois les membres, me stabiliser un maximum et ensuite, là seulement, j'ai été rapatrié en Falcon, en France pour après arriver, avec un autre hélicoptère à Percy. OK. Et arrivé, en France, enfin, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que, bah, tu disais tu es sergent, tu as des hommes, à tes ordres, tu as ta famille, enfin et qu'est-ce qui se passe? Moi, mes gars, je les ai vus, donc je savais que tout le monde allait bien et tout. Enfin, mon adjoint avait été blessé, ça je savais pas. Je l'ai vu plus tard, quand il est venu me voir à l'hôpital. Mais j'ai su que tout le monde allait bien entre guillemets et ensuite, bah, en France, ouais, c'est particulier. C'était bizarre parce que quand je me suis réveillé, pour moi, c'est comme si tout était normal. Ben oui, je suis à l'hôpital, qu'est-ce qui s'était passé? Et donc j'ai rapidement vu un peu de la famille, des amis. Pour moi, c'était bizarre. Après, je sortais d'un coma, donc je pense qu'on est un peu, enfin, j'étais fortement médicamenté. Donc ça peut aussi un peu jouer. Mais par contre, oui, j'ai mis du temps, à accepter, ou à croire que j'étais en France, par exemple. Pour moi, j'étais toujours là-bas. Parce qu'en fait, en réanimation, derrière ma chambre, j'entendais, les hélicoptères souvent, qui posaient et tout. Donc pour moi, hélicoptère, c'était une mission. Donc pour moi, j'étais encore là-bas et Mmh. j'avais pas été rapatrié en France. Et en fait, pour que je prenne conscience que je suis en France, on a dû attendre forcément. J'ai dû attendre qu'ils me sortent sur la terrasse, de l'hôpital pour que je voie la Concorde et la tour Eiffel de mes propres yeux. Sinon, jusqu'à là, je les croyais pas, en fait. OK. Ouais, c'était particulier, ouais, le réveil, c'est particulier. Je me suis réveillé intubé, donc ça, c'était moins cool aussi, c'était moins fun. Bah, ouais et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, où, bah, tu es intubé, tu vois que tu as plus tes membres, Franchement, mmh, c'est ouais, bah, c'est bizarre parce que quand j'y repense, j'étais pas surpris pour moi, enfin, c'est pas que tout allait bien, mais j'étais là, j'avais pas de douleur, j'avais pas mal. Alors oui, je voyais que j'avais plus de main et tout. Je savais même pas en fait que j'étais touché, à l'abdomen et à la jambe encore, à ce moment-là. Ça, je l'ai découvert en gros, chaque jour, je découvrais un truc en plus, quoi. Pareil, j'ai OK. eu un pneumothorax, j'ai eu plein, j'en oublierai, je pense. Il y a vraiment, tout qui était touché. Donc mais moi, j'étais resté sur mes mains parce qu'en termes de douleur, au moment de l'accident, c'est vraiment, il y a que ça, quoi. Je savais pas, en fait, j'avais des trous partout dans l'abdomen, bah, il me manquait un morceau de ma jambe, j'avais, la hanche, et le fémur, cassé, enfin, il y avait tout, il y avait plein d'autres choses donc je sais pas, le réveil, et la suite, vu qu'il y avait pas de douleur, pour moi, j'étais pas en train de mourir. Et comment tu vis cette nouvelle réalité où ton corps est détruit? Ça, on s'en rend pas compte, en fait, parce que pour la simple et bonne raison qu'on se voit pas. On se voit pas. Je voyais bah si, quand j'ai découvert mon abdomen, parce que moi quand on me faisait les pansements, je voulais pas être anesthésié et tout ça parce que en fait, j'aimais pas trop. Mais voilà, déjà, il y a la première prise de conscience de voir en fait, ah ouais, mais en fait, je suis un gruyère, quoi. En fait, il y a des trous partout, en fait et après, quand j'avais découvert ma jambe aussi, ça m'avait fait un choc quand même parce que c'était pas beau à voir, même encore aujourd'hui, hein, c'est pas incroyable.
Mais donc ouais, en fait, c'est plutôt de découvrir chaque jour un nouveau truc, en fait, et se dire, «Ah ouais, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Et après, moi, je pense que là où j'ai le vraiment un 1 choc, on va dire, c'était dans l'ascenseur. J'avais vu, mon visage, dans le reflet de la porte de l'ascenseur, en fait. Et là, je me suis dit, «Waouh, bien, ça, c'est pas moi, en fait. C'est pas possible». Et après, bah, oui, voilà, c'est ça. Après, on redécouvre un peu son corps, et c'est vrai que pareil, la première fois où je me suis vu, entièrement, dans un miroir, ouais, c'est sûr que ça fait, en fait, on est passager d'un corps, qui est pas le nôtre, quoi, hein. C'est clairement ça, hein. Donc ça par contre, c'est très, très dur, hein. Et et en quoi c'est dur et comment tu fais, les jours d'après? C'est très dur, parce que moi, je suis quelqu'un de très dynamique qui tient pas en place. J'ai été alité pendant, j'en sais rien moi, 5 mois, je pense. J'ai fait 1 mois en fauteuil roulant. Alors au début, c'était marrant, mais après, en fait, c'est chiant. Déjà ça, c'est dur, d'avoir, aucune mobilité, zéro autonomie. Et on est vraiment, bah, on est constamment, forcément manipulé par tout le monde, et on a aucune intimité, on n'a rien, on n'a plus rien, et on est presque plus rien. Après, ce qui est dur, c'est que, il faut tout réapprendre. C'est comme, un nouveau-né, enfin, un «nouveau corps» entre guillemets, hein, parce que ce qu'il en reste. Oh, ben, débrouille-toi avec ce qui reste, et puis, il faut tout recommencer à zéro. Donc après, voilà, faut réapprendre à déglutir, donc à boire, à manger. J'ai dû réapprendre à parler aussi parce que j'avais perdu l'usage, de ma voix. Après, j'ai dû réapprendre à marcher. En fait, il faut tout recommencer. Après c'est pareil, ben, c'est pas normal, de pas avoir par exemple ses mains ou les gestes de la vie quotidienne, les choses simples en fait qu'on a oubliées. Comment je me brosse les dents? Comment je vais aux toilettes? Punaise, comment je m'habille déjà? Enfin, c'est tout est à refaire en fait. Mmh. Après, j'ai rapidement compris que le problème, c'est pas, forcément, est-ce que je vais y arriver? Mais combien de temps ça va me prendre? Et après, Mmh. c'est ça prend juste une dimension, de temps. Potentiellement, avec un handicap, on peut faire beaucoup de choses, quasiment tout, mais c'est le temps que ça prend, quoi. Et comment tu l'as vécu, toi qui, bah, dans la vie est ultra débrouillard, qui est ultra autonome, qui en plus dirige des hommes donc voilà et là tu passes de l'autre côté où finalement c'est toi qui as besoin d'aide, qui as besoin d'apprendre. Hem, comment, la bascule se fait? Comment tu te sens? C'était compliqué, mais je pense que ça m'a du fait que je sois quelqu'un d'autonome et qui aime pas demander de l'aide, parce que j'aime pas demander de l'aide, en fait. Puis c'est pas que j'aime pas qu'on m'aide, mais j'aime pas demander. Bah, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, bah, vu que je veux tout le temps me débrouiller tout seul, ou que je vais pas forcément demander d'aide, et ben, ouais, après avec ma femme, souvent on trouve des astuces, ou alors j'ai mes prothèses, ou parfois c'est des choses toutes simples. Mais oui, je pense que le fait que je sois un peu, tête de nœud, si je peux dire, bah, ça a dû m'aider un peu, parce que, c'est pas une question de fierté du tout, mais c'est une question que, ben, voilà, je suis pas né comme ça. Donc j'ai toujours été, autonome, j'ai toujours, tout fait tout seul. Bon, ben, voilà, j'ai pas envie que ça change, quoi. Mais, après, bon, voilà, parfois il faut accepter, bah, c'est sûr qu'il faut accepter de l'aide. Il y a certaines choses qu'il faut accepter que on pourra plus faire, ou alors, pas comme avant. Ça, c'est une certitude. Mais après voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup. C'est franchement, oui, l'hospitalisation, la rééducation, tout ça, c'était très dur. Mais après, le plus dur, c'est quand tu sors de l'hôpital, tu rentres chez toi. Parce que tu es content, tu rentres chez toi, mais tu te rends vite compte que tu enfin, que tu sais plus rien faire, c'est pas ça, mais que ouais, là, on est dans le monde réel, et que c'est vite compliqué, en fait. Mmh. Donc le plus dur, c'est ça, c'est ce qui m'a le plus coûté, je pense, c'est, de la force que ça demande pour reprendre, une vie, normale. Et ça t'a pris, combien de temps pour retrouver, comme tu dis, la vie normale? Et si c'est le cas d'une vie normale, par rapport, au sport? Parce que tu avais ce métier déjà sportif, tu adorais le Mmh. sport. Ça a été quoi le chemin pour retrouver, ces aspects-là? Bah, alors déjà, ça prend du temps. Aujourd'hui, je pense que je commence à être pas mal, mais on est à quoi? On est à 4 ans.
4 ans, je commence à être vraiment bien. Voilà, par exemple, je fais toujours pas de moto, il va falloir encore attendre, mais bon, je fais d'autres choses à côté, hein. Je fais du karting et tout, je refais beaucoup de sport, que je faisais avant. J'ai même refait de l'escalade, tout ça. Mais par exemple, mettre une paire de chaussettes tout seul, ça m'a pris 1 an. En fait, au début, c'est vrai que souvent, bah, heureusement, je suis sorti de l'hôpital, par exemple, c'était, avril, je crois, donc bah, là, j'ai passé une bonne partie de l'été en claquettes et en espadrilles, quoi, parce que je voulais pas qu'on me mette des chaussettes. Mmh. Et après, j'ai dû m'acharner pendant un moment, oui, avant de pouvoir, un truc tout bête, juste mettre ses chaussettes. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui met ses chaussettes tous les jours, il pense même pas, en fait, qu'à un moment, il se dit: «C'est compliqué de mettre des chaussettes». Ça peut, ça peut. C'est pour ça que je parlais, des gestes de la vie quotidienne. Souvent, pour simplifier, je dis, «Tout devient chiant». On a un handicap, je pense, peu importe, hein, même si, en fauteuil, ben, c'est encore une autre dimension, mais je veux dire, peu importe le handicap qu'on a, tout devient chiant, en fait. Simple geste. Et Mmh. après le sport, bah, j'ai repris, rapidement parce que je suis quelqu'un de pas très patient quand même. Je suis patient pour certaines choses, par exemple pour la rééducation, tout ça, l'hospitalisation, j'ai été quand même très, très patient. Je sais attendre quand il faut attendre, mais quand je sais que je peux faire, tout de suite, ben, je vais pas attendre, en fait. Donc Mmh. le sport, j'ai repris rapidement, c'est passé d'abord par de la randonnée, en montagne parce qu'il y avait un projet qui avait été fait par le 27, pour les blessés justement, du Mali, et on était parti faire le tour du Mont Blanc en septembre. Juste après ma sortie d'hôpital, donc on avait fait le tour du Mont Blanc et ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier. Suite à ça, ouais, c'est là où j'ai repris le sport. Moi, j'ai repris les sports les plus simples pour moi à pratiquer, sans aide technique et sans adaptation. Donc j'avais recommencé après à courir. Ensuite, je me suis mis à nager. Ça a été compliqué parce qu'avant j'étais pas un nageur, hein, déjà quand j'étais valide. Donc ça, c'était très dur, mais par contre la natation, par exemple, ça m'a fait énormément de bien, autant physiquement que psychiquement. Parce Mmh. qu'après se retrouver dans l'eau, c'est, voilà, contrôler ses mouvements, sa respiration. Quand on a la tête dans l'eau, il y a pas de bruit, c'est vraiment, ça a vraiment été très bénéfique. Et puis après forcément à un moment, bah, j'ai voulu refaire, mes sports de cœur, quoi. Par exemple, bah, le vélo. Rapidement, j'ai voulu refaire du vélo. Ensuite, de la muscu, du ski, enfin, petit à petit, en fait, plus on commence à faire des choses et moins on se fixe de limites. Après, il y a des trucs, voilà, faut oser, hein. Moi, j'ai recommencé à faire du vélo, j'avais pas de prothèse, j'avais rien du tout, avec les gars du bureau, on a mis une paire de prolongateurs sur le bureau, on est parti voir comment ça allait faire et puis, voilà. Après moi, ce qui a été facile, sur le vélo, c'est que j'en ai toujours fait. Depuis tout petit, je faisais des courses, tout ça, donc je suis à l'aise sur un vélo. Mais je veux dire, ouais, une fois qu'on l'a fait, on se dit: «Ah en fait ça passe». Puis on fait de plus en plus de choses et après on a des idées aussi. Moi, j'ai mon prothésiste qui m'aide beaucoup parce qu'il me suit, dans mes projets. Mais voilà, en fait, il faut pas se fixer de limites. Moi, j'étais parti du principe que, je referais tout ce que je faisais avant. C'est une motivation pour toi au quotidien? Bah, oui, parce qu'en fait, bah, une motivation, je sais pas, c'est plus peut-être un entêtement, j'en sais rien. Mais, je veux que ma vie, elle ait changé le moins possible, hein. C'est bête, hein, c'est bête parce que tous les matins je me réveille, hein, le résultat c'est le même, hein. Il y a rien qui a repoussé, hein. Mais je veux dire dans la façon dont je vis ma vie, je verrais pas pourquoi, j'arriverais pas à faire, mon maximum je pourrais pas faire comme avant. Ça c'est sûr, pas de la même manière, mais je veux dire, refaire ce qui me fait plaisir et surtout ce dont j'ai envie. Ce que j'aime pas, c'est me dire, «Ouais, bah, non, ça j'aurais bien aimé faire, mais je peux pas». Parfois ça arrive, hein, faut se le dire. Bien souvent, avec, soit des adaptations ou juste un peu de détermination, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Souvent les limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe parce qu'on n'ose pas, en fait. Et toi, c'est toi, ton parcours, c'est ça, c'est d'oser, de tenter, de voir, bon, si ça marche pas, d'affiner. Oui, voilà, après il y a des échecs aussi, hein, moi quand j'ai recommencé à faire, le vélo-route, ça va, je suis tombé qu'une fois, je crois. Mais, en pump track, voilà, par exemple, tu commences à rouler, tu as des prothèses et tout, ça va bien. Tu te dis que tu commences à avoir un bout de sensation, tu te dis: «Ouais, ça y est, je suis bien et tout». Mais en fait, après tu te fais rappeler un peu à l'ordre parce que, bah, non, c'est même si tu as l'impression que c'est comme avant, c'est quand même pas le cas. Mais après voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme quand on est gosse, hein, quand on fait du vélo, on est déjà tombé plein de fois, hein. Bah, là, c'est pareil. Quand on recommence, parfois ça marche tout de suite, ça marche très bien et parfois, bah, ça demande un peu plus de temps ou faire différemment, ça dépend. Mais globalement, ça se passe bien. Et qu'est-ce qui t'a amené, jusqu'aux Invictus Games?
Hem, Parce que là, on est, du coup, c'était cette année, Ouais, et 4 podiums, ouais, heu, c'est ça. et chemin et explique-nous comment tu en es, arrivé là? Et ben, moi, ce qui m'a amené là, en fait, c'est, bah, le ski. Parce que, à l'hôpital, on me parlait déjà, il y avait la cellule d'aide aux blessés qui venait nous voir régulièrement et qui nous parlait justement de stages, des stages de reconstruction par le sport organisés, par l'armée. Donc, ça peut être des stages multisports où on va découvrir, différents sports. Ça peut être un stage, d'équitation, un stage de plongée ou de moi, on m'avait parlé d'un stage de ski. «Ouais, il y a du ski». Je dis: «Ah ouais, il y a du ski». Je dis: «Moi, je veux skier, quoi. J'ai trop envie de faire du ski» et du coup, c'était passé par là et ensuite, quand j'ai fait un stage de ski, dur il y avait un blessé qui m'avait parlé des Invictus Games à l'hôpital et on m'avait dit après j'avais appris qu'il y aurait du ski, à la prochaine édition parce que ça allait se faire à Vancouver, mais qu'il allait avoir des épreuves d'hiver pour la première fois à Whistler en plus et là je me suis dit: «Ah bah ouais, bah faut que je fasse ça, si j'ai envie de faire du ski, il faut que je fasse ça, quoi». Donc j'avais fait un stage de ski, après ma sortie de l'hôpital, ça s'était bien passé, j'ai repris des bonnes sensations et tout. J'étais super Et tu content. combien de temps, après l'hôpital? Juste pour qu'on ait une notion, Bah, je suis sorti en avril, bah, c'était là, hein, direct, c'était au mois de décembre, je pense, quelque chose comme ça, hein. J'ai fait le tour du Mont Blanc en septembre, on l'a clôturé d'ailleurs au 1 an, enfin au 1 an de ma blessure et après oui, c'était en décembre, ouais, décembre, j'ai reskié direct le premier hiver, quand je suis sorti, ouais. Puis j'ai refait de la montagne aussi, ski de rando beaucoup et du coup voilà, super bien passé, stage de ski, je me suis éclaté, je me suis dit: «Ouais, c'est trop bien» et après du coup, vu que, je savais qu'il allait y avoir, des épreuves de ski aux Invictus, bah, je me suis dit: «J'ai envie de faire les Invictus». Mais sans vraiment me rendre compte de l'ampleur, de la chose ou de ce que ça représente du moins. Parce que j'en avais mmh, entendu parler par d'autres blessés qui me disaient: «Ouais, c'est super et tout, franchement, c'est génial pour toi, pour te reconstruire, tu vas rencontrer plein d'autres blessés, il y a plein de stages et tout, c'est super». Et c'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte tant qu'on n'y est pas finalement parce que c'est comme l'armée. Même si mmh. on connaît des choses sur l'armée, tant qu'on n'y est pas, on sait pas vraiment, ce que c'est. Là, c'était un Et peu d'ailleurs, pareil. c'est quoi les Invictus Games pour ceux qui connaîtraient pas? Les Invictus Games, alors, bah, historiquement, ça a été créé en 2014 par le prince Harry, suite à son retour d'Afghanistan. Parce que lui, il était parti, en Afghanistan, mais, dans le secret forcément, parce qu'il fallait pas que ça se sache qu'il y a un membre de la famille royale là-bas. Cependant, pendant sa mission, bah, ça a fuité. Lui, il a été rapatrié en urgence, dès que ça s'est su et en fait, bah, rapatriement en urgence, il a été rapatrié avec des blessés et surtout des cercueils. C'est lors de son rapatriement qu'il a vraiment pris conscience, bah, de l'horreur de la guerre et de ce que ça représente pour un pays, de voir, les cercueils couverts avec le drapeau, dessus et c'est suite à ça qu'il a mis en place en fait, c'est comme des olympiades, pour les blessés de guerre. Nous, par exemple, sur l'édition, Vancouver, Whistler, il y avait, 25 nations, représentées. Donc, ça représente à peu près 500 athlètes. Ça commence à faire du monde et beaucoup de nations, quoi. Donc c'est quand même, quelque chose de gros, quoi. Et là-bas, tu décides donc de faire l'épreuve de ski parce que tu t'es entraîné pour, mais pas Voilà, que. c'est ça. Bah, non, parce que finalement, moi, j'y allais pour le ski et ça se passe déjà il y a une phase de détection. Donc dans cette phase de détection, on va un peu, bah, voir par exemple comment on évolue dans un groupe, voir si on est plutôt sociable ou pas, enfin ce genre de choses. Après ça dépend des pathologies aussi, des gars. Ceux qui ont des SPT, c'est vrai que parfois ils sont un peu plus, réservés de prime abord, hein. Enfin ça dépend après des gens. Voilà, il y a cette phase de détection où là on essaye, différents sports, bah, surtout les sports collectifs. On découvre un peu les fauteuils, forcément, un peu de rugby fauteuil, un peu de basket fauteuil. On fait un peu de volley assis, on fait des activités physiques. Je crois qu'on avait je sais plus si on avait été à la piscine déjà ou pas. Mais voilà, en gros, c'est un peu la vie en communauté, la découverte des différents sports. Et ensuite à ça, après, il y a la phase de sélection où donc là, c'est un peu plus, bah, sérieux, on va dire, où là, voilà, on va être mis en situation vraiment dans les sports en faisant des exercices, des matchs, ce genre de choses. Et après, on passe forcément en entretien pour, bah, décrire un peu nos motivations, notre parcours, où on en est dans notre construction. Et après, en fonction de ça, on fait aussi des «vœux» entre guillemets. Par exemple, si on intègre l'équipe des Invictus, quel sport collectif on aimerait faire et dans quel sport, individuel on aimerait, se présenter.
Donc moi par exemple, j'avais bien accroché avec les sports de fauteuil. Donc j'avais mis, je crois en P1, le rugby, P2 le basket ou l'inverse, je sais plus. Mais par exemple le volley assis, moi j'avais dit que je voulais pas en faire parce que, on se déplace sur les fesses et du coup beaucoup avec les mains. Moi ça me faisait vachement mal au moignon et en Mmh. plus avec ma hanche, en carton, enfin c'était pas le l'idéal. Et après voilà pour les sports individuels, bah, je savais que déjà il y avait le ski et que moi j'avais découvert la natation et j'aimais ça, donc je voulais nager, aussi. Et donc voilà, ça c'est toutes les phases, sélection, détection et ensuite, bah, voilà, quand on apprend la bonne nouvelle, on intègre, l'équipe, enfin l'équipe est constituée et ensuite, ben, pendant toute l'année, parce qu'on a eu une année, pour s'entraîner et ben, il y a des stages, ponctuellement, quasiment un stage par mois d'une semaine qu'on fait au Centre national des sports de la défense, à Fontainebleau où là, voilà, on va travailler, ben, donc des équipes de sport collectif sont constituées, donc on va s'entraîner en équipe dans le sport, collectif et après aussi, on s'entraîne, dans nos sports individuels. Par exemple, il y a du rameur aussi, moi j'allais à la natation, il y avait, différents sports et donc voilà, on progresse toute l'année, tous ensemble, aussi bien collectif qu'individuellement et ce qui était incroyable, c'est de voir, l'effet que ça a eu sur chaque personne. Il y a des gars, la plupart, ça nous a transformés, quoi, en fait. Mmh. Certains beaucoup plus que d'autres, mais ça, c'était incroyable à voir aussi. Et toi, en quoi ça t'a transformé? Moi, je pensais déjà que j'avais bien évolué parce que oui, j'avais repris le sport, j'avais refait pas mal de choses. Mais là, ça m'a vraiment fait évoluer parce que enfin, quand j'ai intégré Invictus, en même temps, j'ai repris le travail aussi. Donc moi, ça m'a vraiment redonné un rythme et surtout, en fait, ça donne un objectif et ce qui nous fait avancer quand on est blessé ou en situation de handicap, bah, c'est d'avoir des objectifs. C'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse et on surpasse, en fait. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire de belles choses. Donc voilà, de fil en aiguille et puis après, finalement, bah, l'année d'entraînement, passe vite. On crée des liens forts, hein, forcément, avec les gens et puis après, oui, arrive le moment, où on part, quoi. Mmh. Donc là, c'est marrant parce que pour nous, on a évolué ensemble, toute l'année. Quand on part, on avait l'impression de partir un peu en mission ensemble, en fait, un peu comme avant, quoi. Parce que voilà, on fait nos sacs, on part, et bon, pour certains, ça a été un peu dur quand même, hein, psychologiquement, quand même, de reprendre un avion, ce genre de choses. Mmh. Mais vu qu'on le faisait tous ensemble et ben, en fait, ça s'est super bien fait, hein. Mmh. Et ça, c'était quelque chose aussi. Et qu'est-ce que justement cette force du collectif t'a apporté? Bah, le collectif, c'est ce qui fait notre force, à l'armée et là, forcément, c'est des blessés de guerre. Donc déjà, on sait tous plus ou moins, ce qu'a vécu les uns les autres. On comprend, en fait, on comprend. Parce que souvent nos familles, ils sont là, ils nous supportent, ils nous aident, ils nous poussent, mais ils peuvent pas comprendre, ce qu'on a vécu, la vie qu'on a eue, en fait. Alors que là, on est qu'avec des gars, on on sait, quoi. Ça fait la différence et après, bah, le collectif, la force du collectif, on laisse jamais personne. On laisse jamais personne. S'il y a un gars qui a un coup de mou, ou ça va pas ou peu importe, et ben, on sera toujours là, pour l'aider, pour l'encourager ou bien même, s'il faut héberger quelqu'un ou, on sait pas, ça peut être, tout et n'importe quoi, hein. Ça peut aller de on va chercher un mec à la gare à, on l'héberge chez soi ou enfin ça peut être, hyper large. C'est vraiment, on parle de cohésion. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, nous on représentait, la France une nouvelle fois, on était dans l'équipe et ben, dans l'équipe, on laisse personne, de côté et on est tous ensemble, en fait. Même si forcément, on peut pas aimer tout le monde. Dans une équipe, il y a forcément des avis qui divergent, des caractères qui sont différents, mais quoi qu'il advienne, en fait, on est ensemble et on est soudés, quoi. Vers un objectif commun. Exactement. On était tous là pour la même chose, on avait tous le même objectif et du coup, c'est pour ça, c'est comme ça qu'un collectif avance, en fait. Si on va tous dans la même direction, bah, forcément, ça se passe très bien. Et donc, quelles ont été les récoltes, de médailles? Eh ben, on a été tout d'abord en sport collectif, bon malheureusement en basket, on a été éliminé un peu prématurément, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la compétition. Après bon par contre en rugby fauteuil, on s'est vraiment bien surpassé et puis on a vraiment tout donné pour aller décrocher la médaille d'or. Là-dessus on était vraiment aux anges. C'est vrai qu'une victoire, qu'on a seule,
c'est un accomplissement de tout le travail qu'on a fait, mais c'est vrai qu'une victoire collective, c'est plus beau. C'est encore Mmh. plus beau. Donc voilà, ça, il y a eu ça. Ensuite, bah, ma première compétition, ouais, c'était le ski, donc en ski alpin, donc j'ai fait, une médaille, d'argent. Donc là, pareil, j'étais super content parce que c'était ma première compétition, première course de ski, donc super content et puis ensuite, j'ai fait 2 médailles, en natation, j'ai fait une médaille de bronze aux 50 mètres nage libre et ensuite, une médaille d'or aux 50 mètres brasse. Ça a plutôt été, été pas mal, ouais. Ça s'est Bon bien pour une passé. en effet. Ouais, bah, j'aurais pas pu espérer mieux, mais c'est vrai qu'après, voilà, oui, c'est sûr que je me suis entraîné très dur. Bah, par exemple, bah, dans le rugby avec l'équipe, on s'est beaucoup entraîné, on a fait beaucoup de déplacements, beaucoup de matchs. On la mérite, ça c'est sûr. Et Mmh. après, bah, oui, moi j'ai beaucoup nagé, je me suis beaucoup entraîné. En ski, bon, bah, c'est pareil, hein, enfin, on n'a rien sans rien, il faut se donner les moyens. Après là, ce qui était particulièrement dur, c'était, sur les compétitions parce qu'en fait, tout s'enchaîne et on vient pas pour faire, une discipline. Par exemple, la plupart, nous Français, on avait 3-4 disciplines. Mmh. Par exemple, moi, je sais que la 1re compétition que j'ai eue, c'est le tournoi de basket. Mais en parallèle, j'avais des entraînements de ski, des entraînements de rugby quand même, rugby fauteuil. Ensuite, j'ai fait, la course de ski alpin. Après, j'ai fait le tournoi de rugby et le tournoi de rugby, vu qu'on a été jusqu'au bout, ben, ça a duré et par exemple, je me suis couché, je crois, à 1h30. Le lendemain, je me suis levé à 4h30 pour aller nager, quoi, pour aller faire Mmh. mes courses, à la piscine. Donc ouais, ça, c'est vraiment dur d'enchaîner, d'être capable déjà, mentalement et physiquement de switcher d'un sport à un autre totalement différent, en fait. Parce que même le sport de fauteuil, quand on passe du basket, au rugby, attention, ça les règles, elles n'ont rien à voir. Au OK. au basket, par exemple, c'est interdit de faire des percussions. Donc si on commence à y aller, comme au rugby, ça le fait pas, quoi. Mmh. Ça demande enfin, il y a différentes règles, ça demande, en plus, différents muscles, Ouais, c'est ça, ouais. travailler et s'il y avait un point commun, ce serait lequel? Entre tous les sports? Ou toi, comment tu les as vécus? Enfin, s'il y avait un point commun, qu'est-ce qui réunit, Ah franchement, le plaisir, hein. Mmh. Le plaisir que ce soit, dans le collectif ou dans l'individuel, le sport pour moi ça reste du plaisir, quoi. Donc on est là, on se fait plaisir, quoi. Et après, surtout ce qui fait plaisir, c'est que, là-bas il y avait une grosse émulsion, il y avait du public, c'était incroyable, il y avait une ambiance, une atmosphère, incroyable, que ça porte les gens et puis c'est beau parce que tout le monde est hyper gentil, hyper souriant, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère, incroyable. un peu de douceur? Ouais, oui, puis c'est beau, enfin de même de voir, d'autres gars, de voir la force que tout le monde a et de se dire: «Ah ouais, je suis pas tout seul, je Mmh. suis pas tout». C'est marrant parce que, par exemple, quand j'étais à Whistler, dans une remontée, je discutais avec un gars, c'était un gars de la Roumanie. Pareil, il avait plus de main, il était manchot aussi. Du coup, on parlait ensemble et tout machin et puis au bout d'un moment, bah, on capte qu'on a la même pathologie, on se dit: «Ah, on va peut-être arrêter de se parler parce que ça se trouve on va compétir, enfin on va concourir l'un contre l'autre et tout». Mais, bref, finalement, il faisait du snow, mais on s'est revus, à la piscine, à la natation forcément. Excellent. Ouais, du coup, c'était marrant, mais du coup, lui, je l'ai revu, plusieurs fois. C'est pareil, il y avait un Ukrainien, qui nageait il nageait fort et du coup, bah, vu qu'il était dans ma catégorie, il a aussi nagé en brasse, en libre et même le soir sur le relais, on était tous les 2 sur le relais. Du coup, on a nagé un peu toute la journée ensemble et c'est vrai que, bah, on a fait les 2 podiums, on les a fait ensemble. Mmh. Donc ça pareil, c'était chouette. On en parlait un peu toute la journée et tout machin, enfin, même si s'il y a cette dimension un peu de compétition, c'est pas l'esprit, des Invictus. Le résultat forcément c'est la récompense, mais l'ambiance elle est pas, c'est pas compète quoi. C'est tout le monde parle avec tout le monde, on partage, on rigole. En fait, c'est quand même, c'est de la compétition mais avec une certaine légèreté en fait. Mmh. Parce que le but c'est qu'on vienne, qu'on se fasse plaisir, qu'on réussisse nos objectifs ou non, mais qu'on se fasse plaisir et qu'on se prouve, qu'on peut encore faire, qu'on sait encore faire. Et c'était Mmh. ça en fait qui était incroyable là-bas. Le résultat,
qu'une conséquence finalement de tout le processus, d'entraînement, de préparation, des compétitions, de tout l'environnement, autour de Oui, toi, c'est quoi. ça, c'est ça. Par exemple, il y avait des gars, heu, pas forcément chez nous, mais dans d'autres équipes, qui s'étaient inscrits, par exemple en natation parce que les gars, bah, par exemple avant, le handicap, ils nageaient absolument pas et ils étaient pas capables de nager, 50 m. Donc par exemple, un gars, son objectif, c'était de juste de faire, les 50 m et ça, c'est l'esprit, ça montre Oui. tout l'esprit, des Invictus, en fait. Et donc après une première expérience aux Invictus, très prometteuse, c'est Mmh. quoi la suite pour toi? Bah, la suite, elle est arrivée, un peu après les Invictus. C'est vraiment ça qui m'a donné le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'après je suis parti, donc je suis rentré les Invictus, bah, fin février et au mois de mars, donc fin mars, peut-être un mois plus tard, je suis allé aux Jeux mondiaux militaires d'hiver à Lucerne en Suisse. Pour la première fois, il y avait une dimension d'inclusion, dans la compétition, donc il y avait des athlètes handi aussi. Donc moi, c'est pareil, je suis allé là-bas, bah, comme d'hab, juste pour faire du ski et bah, pareil, ça s'est bien passé de nouveau pour moi en géant. J'ai refait un podium, j'ai eu une médaille de bronze et c'est là où je me suis dit et d'autres personnes m'ont dit aussi: «Bah, si tu aimes vraiment ça, continue là-dedans parce que, enfin, tu as peut-être du potentiel». Donc voilà, moi, vu que j'aime ça, bah, là, j'ai décidé justement cette saison de me lancer, plus sérieusement dans la compétition. Donc ce qui va passer pour moi, vu que c'est la première fois que je vais faire des courses, bah, je vais faire le circuit national, donc je vais faire les coupes de France, cette saison et ensuite, bah, je vais voir où ça me mène, si au bout d'1, 2 saisons, je peux déjà passer, sur le circuit, européen ou mondial. Puis, après pour moi, l'objectif ultime, ce serait de faire les Jeux paralympiques, en 2030, sachant qu'en plus, c'est à la maison. Et ça représente quoi justement, les JO? Pour moi, ce serait, bah, comme, servir la France une nouvelle fois, mais différemment à travers le sport. Parce que, ça fait toujours plaisir de représenter, la France et si en plus on peut performer, bah, j'ai déjà fait médaille d'or et quand c'est la Marseillaise qui résonne, quand on est sur le podium, c'est incroyable quoi, ça prend aux tripes. Mmh. Pour moi, ce serait une occasion de ouais, représenter à nouveau, et servir. Et dans ce projet, ce rêve des JO, de quoi tu aurais besoin, Bah, justement, avant qu'on fasse la visio, j'étais en train de fignoler mon dossier partenaire pour, heu, pour avoir, des sponsors, bah, même si je suis bien très bien suivi par l'armée, ça n'empêche pas que il faut quand même, voilà, faut financer une saison, surtout que moi je pars, de rien. C'est-à-dire que j'ai pas de matériel, là j'ai intégré un club, pour moi c'est tout nouveau. Donc forcément le temps de se lancer tout ça, faut un peu récolter, forcément, des fonds, quoi. donc on fait un appel aux dons Le dossier est bientôt prêt, n'hésitez pas, je serai prêt à l'envoyer. et là on arrive, sur la fin. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux blessés de guerre, aux sportifs blessés de manière plus globale, qui ont tout perdu du jour au lendemain? Bah, voilà, franchement, que ce soit les gars de chez nous, enfin les blessés de guerre, bah, ouais, les gars, de toute façon, vous avez ça dans vous, donc vous en sortirez, vous savez, c'est dur, mais vous savez le faire et vous avez tous ça en vous. Et après, bah, oui, pour les autres athlètes en situation de handicap ou même les non sportifs, qui ont un handicap, bah, comme je l'ai dit au début, les seules barrières que vous vous mettez entre guillemets, c'est celle que vous avez dans votre tête. C'est-à-dire que, voilà, c'est même si vous avez des problèmes, par exemple, d'argent, bah, il y a toujours, des associations qui existent ou alors faites des appels aux dons, essayez de faire des cagnottes, enfin je sais que dans le monde du handi, c'est souvent l'argent qui pèche forcément parce que quand il faut, bah, des prothèses, des fauteuils, tout ça, ça coûte vite de l'argent. Même nous, aux Invictus, hein, on a dû, faire des «appels aux dons» entre guillemets pour se faire financer des fauteuils. Mais même ça, c'est pas impossible. Si c'est ça qui vous bloque, par exemple, c'est pas un problème et voilà, mais donnez-vous les moyens de faire ce que vous voulez et surtout donnez-vous les moyens de vous faire plaisir. Ça, c'est le plus important. Est-ce que ta blessure, ton accident t'a appris que la vie ne t'aurait jamais, appris autrement? La patience à l'hôpital? Non, je sais pas. Bah, de voir la vie différemment dans le sens où,
voilà, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Il y a des hauts, il y a des bas et en fait, notre vie, elle se fait en fonction de comment on réagit à ces différents événements, je pense. Comment on les aborde, et comment on les surpasse. Parce que c'est vrai que, bah, ouais, la vie, moi souvent je dis: «La vie ça me fatigue», tu vois? Je dis là, j'ai 31 ans, je dis: «Je me verrai pas refaire, 60 ans comme ça», tu vois? Mais après voilà, c'est ça, faut juste, s'accrocher. Il y a des moments où, bah, ouais, c'est difficile. Mais après en fait, ça vaut le coup de se battre parce que, il y a forcément plus de bons moments que de mauvais moments. C'est juste que parfois les mauvais moments, bah, ils sont durs à passer, quoi. Mais ça Mmh. vaut le coup de se donner les moyens d'y arriver. Et Emilien, en quoi ta blessure vaut de l'or? Peut-être parce que ça va pouvoir me permettre de faire des choses que j'aurais jamais fait dans ma vie, hein. Tout Mmh. simplement. Peut-être une médaille d'or, aux Jeux olympiques? Bah, ouais, par exemple, ouais, justement, quand je parle des grandes choses que je pourrais accomplir dans ma vie, que j'aurais, bah, jamais fait forcément, s'il m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, ce serait décrocher, de l'or, aux jeux à la maison. Ah, ce serait Mmh. pour moi un accomplissement, j'aurais pas pu faire mieux, je pense, dans ma vie. Et on sera tous là pour t'applaudir parce que c'est en plus, à côté, quoi. Bah, on espère, hein, déjà, bon, la route est encore longue, hein. Je Ouais, suis à peine sur le début du chemin, mais je vais tout faire, pour atteindre mes objectifs, ça, c'est sûr. exactement. Et s'il y avait un sportif blessé, un fêlé, dont tu aimerais écouter l'histoire, ce serait, qui? Penser à, Cédric Nankin que j'ai rencontré, qui est dans l'équipe de France de rugby fauteuil, qui lui, a une pathologie de naissance, mais un handicap quand même lourd et pareil, c'est une super belle personne. Il impressionne aussi bien physiquement, mais que par sa mentalité aussi et sa résilience aussi forcément. C'est Mmh. quelqu'un qui est hyper joyeux, quoi, donc ouais, je pense à lui, ouais. OK. On essaiera de l'avoir, sur le podcast, également. Bah, ouais, ce serait Merci. cool. Merci beaucoup en tout cas Emilien pour, ton partage. On a vraiment senti ton sens du devoir, ton sens du collectif qui donne, Mmh. vraiment beaucoup d'espoir et puis, tout de bon comme on dit ici. Merci beaucoup et puis, bah, merci à vous tous, qui regardez, qui suivez, les podcasts. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre, sur les réseaux sociaux? Alors là, c'est le nerf de la guerre. Parce que moi, je suis pas branché je suis pas branché réseau du tout, mais je vais m'y mettre, je vais me faire un compte Instagram. Heu, Ce sera peut-être, Emilien sans les mains ou un truc comme ça, un truc rigolo. Et sinon, bah, actuellement aussi, je suis sur Facebook. Je communique pas beaucoup, mais de toute façon, je vais m'y mettre et voilà, je vais faire l'effort. OK, merci beaucoup Emilien et à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlé, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation avec un s-du6 coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.